Bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ici au Cube, à Issy-les-Moulineaux, pour ce 22e rendez-vous du futur, le 22e déjà. Ce rendez-vous parrainé par Joël de Ronet qui explore la révolution numérique à travers des regards croisés de personnalités de tous les horizons. Alors je profite, il faut vraiment que je le fasse au début, je profite de cette fin d'année pour vous remercier tous. Vous qui venez au Cube ici à Issy-les-Moulineaux bien sûr, et vous qui êtes chez vous ou au bureau, en tout cas qui êtes derrière votre écran et qui nous regardez, vous êtes en une moyenne de 2000 personnes, 2000 internautes à suivre chaque émission, merci beaucoup. Et l'émission avec Étienne Klein d'ailleurs a déjà été vue plus de 15 000 fois, donc encore une fois, merci, merci, merci. Je rappelle les règles du jeu, ai-je besoin de les rappeler, elles sont évidemment éminemment très simples. Il s'agit d'un dialogue qui est co-construit avec vous, avec votre participation sur Twitter, le hashtag RDVF, sur le chat, sur rendez-vous-du-futur.com, et dans la salle également au Cube. Bref, avec vos commentaires, vos questions, nous allons co-réaliser cette émission. C'est un dialogue qui est co-animé avec Nils Osmanov, président du Cube, et Marianne Mario, dont c'est la première apparition. Et la première d'une très longue série, Marianne, je l'espère. Marianne qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Alors, maintenant, c'est l'usage. Laissez-moi vous présenter notre invité en quelques mots. Muriel de Saint-Sauveur correspond très bien au fil rouge des invités qui passent dans cette émission. Des personnalités donc de tous les horizons. Depuis plus de 3 ans, nous recevons des personnalités atypiques. Muriel de Saint-Sauveur, vous avez d'abord accompagné la carrière de musicien d'exception. Ça veut dire que vous savez ce que c'est que vous remettre en danger, que changer de voix, que vous adapter au changement, aux vagues, pour faire un petit clin d'œil à notre parrain. Personnalité portant un regard réaliste sur le monde qui nous entoure. Vous êtes directrice de la diversité du groupe Mazar et directrice de l'Agence internationale marketing et communication, DIRCOM en gros, du groupe Mazar. Et puis personnalité, nous recevons ici des personnalités impliquées et visionnaires. Et vous avez écrit un livre, vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Un monde au féminin serait-il meilleur ?» qui est sorti en 2011 aux éditions de l'Archipel. Un monde au féminin serait-il meilleur? C'est un tour du monde au féminin, mais un tour du monde où Muriel de Saint-Sauveur est allée à la rencontre de personnalités féminines qui font bouger les lignes. Et nous recevons des personnalités qui font bouger les lignes. Muriel de Saint-Sauveur, merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu de cette émission et de vous prêter, de vous mettre sur le grill des rendez-vous du futur. Et alors, une fois n'est pas coutume, et je préfère vraiment vous le dire parce que je vais reprendre cette habitude sans doute dès la prochaine fois, mais comme c'est la première de Marianne, je ne pouvais pas m'octroyer la première question comme c'en est désormais l'usage. Marianne, je vous laisse la parole, je vous laisse le micro. À vous. Merci. Oui, Muriel, à l'heure où les femmes voient leurs droits évoluer dans quelques pays, elles continuent pourtant à s'y comporter selon les normes de très anciens archétypes, comme par exemple, elles s'en tiennent souvent à leur statut de mère, comme la déesse de la mythologie grecque Déméter, l'ancêtre de la Mama italienne. D'autres se définissent avant tout comme des épouses, font passer leur couple en premier lieu, comme Héra, la femme de Zeus. Dans ce cas-là, elle cherche souvent des époux riches et puissants, si possible, à l'image d'une jeune femme russe dont vous parlez souvent dans vos interviews, qui considère les hommes pauvres comme des applications gratuites. D'autres s'affirment par la féminité, la sexualité et leur pouvoir de séduction en Aphrodite, Marilyn, et d'autres encore, telle Athéna, née du crâne de son père Zeus, arrive à trouver une parité avec les hommes, arrive à créer une fraternité, une connivence avec eux, mais en renonçant souvent à leur pouvoir de séduction. Reste vous, Muriel, qui confiez conduire comme un mec. Peut-être êtes-vous l'héritière de Diane, la pionnière du féminisme, qui, elle, s'est identifiée aux stratégies des hommes pour trouver sa place et en quelque sorte devenir un homme comme un autre. Donc depuis la nuit des temps, les visages du féminin sont multiples, les visages du masculin aussi, le poète, l'aventurier ou l'homme qui peut aussi enfin être une femme comme un autre, comme une autre, au point qu'aujourd'hui la notion même de genre est remise en question. On sait que, en effet, oui, il y a plus de points communs, par exemple, entre Alexandra David-Néel et Stevenson qu'entre Alexandra David-Néel et, par exemple, la jeune femme russe de tout à l'heure.
Et donc, on sait que maintenant, le masculin et le féminin n'appartiennent plus, ne sont plus la propriété des sexes biologiques masculins et féminins. La neurobiologie va dans ce sens-là également, en montrant que le cerveau, la plasticité du cerveau se façonne en fonction des usages et que il y a moins de différence entre un cerveau d'homme et un cerveau de femme qu'entre, par exemple, le cerveau d'un footballeur ou d'un musicien homme, tous les deux. L'anthropologie aboutit aux mêmes conclusions. Mais il semble que tandis que la déconstruction de la notion de genre avance et que la parité avance, le féminin, lui, reste toujours assez dévalué. Donc au-delà des excès du différentialisme et des excès de l'universalisme, si nous devons reconstruire nos imaginaires, nos représentations, nos langages, nos comportements, nous devons faire un travail sur nous-mêmes, sur nos institutions, nos nations, et évidemment, avant tout, sur nous-mêmes et sur nos proches. Alors pour vous, Muriel, de quelle façon initier ce travail, cette réhabilitation du féminin en chacun de nous, hommes ou femmes? Très bonne question. D'abord, bonsoir et merci de m'avoir invitée. Je crois que c'est très complexe. Vous avez très bien résumé toute l'histoire de ce thème, que moi j'appelle féminisme aujourd'hui et que je considère être un très beau mot. Parce que qui n'est pas féministe? Puisque le féminisme, c'est militer pour avoir une égalité entre les hommes et les femmes. Donc on devrait tous être féministes. Alors, je vais reprendre parce que la valeur différentielle, c'est ce que dit Françoise Héritier, célèbre anthropologue. Et on n'est pas homme ou on n'est pas femme. On a des valeurs masculines ou des valeurs féminines. Vous disiez que je conduis comme un mec parce que j'ai probablement des valeurs masculines. Alors c'est quoi conduire comme un mec? Conduire rapidement, brûler les feux, aller vite, klaxonner. Être nerveux. Vous savez, l'italien mal élevé. Donc, je pense qu'on a des valeurs masculines et des valeurs féminines, que dans l'histoire de l'humanité, les valeurs masculines étaient les valeurs nobles. Les valeurs féminines étaient les valeurs beaucoup moins nobles. Et d'ailleurs, on voyait dans l'évolution des métiers, quand un métier devenait trop féminin, il était dévalorisé. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est au milieu d'un chemin qui devrait nous amener à une révolution. Pour moi, c'est un mot assez fort, qui nous amènerait à une égalité de ces valeurs et à l'acceptation, et chez les hommes et chez les femmes, d'avoir ces différentes valeurs en soi. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus forcément l'homme qui doit être forcément le plus fort, le plus courageux, et la femme qui doit forcément être la plus douce et la plus jolie. On va changer ça. Et ça, on est au milieu de ce mouvement. Parce que quoi qu'on en pense, ça peut être très dur dans la vie quotidienne, et en même temps, quand on regarde le monde, on voit qu'il y a des évolutions partout, et que les femmes veulent être libres de faire les choix de leur vie. Vous dites qu'il y a des évolutions, est-ce que vous constatez des replis également? Oui, j'étais il y a un mois en Russie, et j'avais un grand débat avec des grands discours positifs, et j'ai eu beaucoup de questions de jeunes me disant « Mais madame, vous savez, chez nous, c'est l'inverse. L'orthodoxie a un poids très important et a demandé aux femmes de rentrer à la maison et de faire 3 enfants pour peupler le pays. L'égalité qui avait été promue par le communisme et qui faisait que les enfants étaient gardés par toute une organisation et que les femmes travaillaient avec les mêmes droits n'a pas été remplacée par la société civile et par l'État. Donc les femmes aujourd'hui russes sont effectivement, soit elles rêvent du type riche, soit elles bossent comme des malades. En même temps, elles font tout à la maison et en même temps, elles s'occupent des enfants. Donc c'est dur. Et moi, je les admire beaucoup parce qu'elles sont assez fortes. Et donc les jeunes, qui vivent comme tous les jeunes aujourd'hui, très ouverts au monde entier, sont un peu inquiets de ce retour de la tradition, de la religion très forte et du retour de la femme à la maison. Justement, face aux discriminations persistantes, à la subsistance de la presse féminine, au phénomène de plafond de verre et au corset qui enserre les femmes d'autant plus peut-être dangereusement qu'il est devenu insidieux et invisible, enfin du moins en Occident. Que préconiseriez-vous aux femmes, disons, occidentales pour conquérir ou préserver leur liberté ? Mais je pense que chez tout être humain, il doit y avoir des choix de forme de vie. Hommes comme femmes. On a des rêves, on évolue, on fait des études, on commence à travailler, à faire des familles ou pas. Et on a des choix à ce moment-là.
Je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont à des carrefours où on veut tout et on peut l'avoir, mais peut-être qu'on peut l'avoir à des moments séquencés, pas forcément tout en même temps, au même moment, et qu'en même temps, si on veut, il faut qu'on mette en place les décisions, notre organisation et nos choix en fonction de cette décision qui a été prise. Je veux travailler, je veux avoir des enfants, ça implique telle et telle chose. Et je crois qu'aujourd'hui, les femmes sont à un carrefour parce que c'est difficile de faire tout ça. Mais c'est aussi difficile pour les hommes. Et tous les travaux que nous menons dans ma société Mazars, de réflexion sur justement l'évolution des uns et des autres, c'est pour montrer que ce que nous demandons, nous femmes, aujourd'hui, sur l'évolution du temps de travail, d'organisation des entreprises, de nous aider à faire nos choix, c'est aussi pour vivre mieux, hommes et femmes. Je vous interromps, c'est mon rôle, pour vous proposer de revenir justement à une époque où les femmes avaient vraiment un corset, une époque il y a donc plusieurs siècles, avec André Braic. André Braic n'a pas vécu cette époque, mais André Braic était avec nous il y a un peu plus d'un mois, et il vous a posé une question. Cher Muriel de Saint-Sauveur, j'ai envie de vous poser une question. Que pensez-vous de Fontenelle, cet homme merveilleux qui a vécu 100 ans à l'époque de Louis XIV et Louis XV et qui a écrit des livres pour les femmes, à l'époque où les femmes étaient mises de côté? Alors évidemment, ces livres se destinaient aux femmes qui savaient lire, c'est-à-dire les marquises, les baronnes et autres. Mais dès qu'il repérait qu'une catégorie de la population était moins bien traitée, eh bien, il leur apportait la culture et l'éducation, qui pour moi sont les choses essentielles avec la recherche. Et donc ne croyez-vous pas que le point de départ de tout, c'est effectivement d'apporter l'information, la culture et l'information aux gens qui sont moins bien traités. Alors Muriel, une réponse ou un élément de réaction? Je ne peux qu'être d'accord, mais j'abonde d'autant plus que les résultats des interviews que j'ai fait pour écrire ce premier livre a montré que toutes les femmes que j'ai interrogées dans le monde entier, quels que soient leurs milieux sociaux, mettaient tout l'argent du monde sur l'éducation. Et je vais vous dire que mon héroïne aujourd'hui, c'est Malala. Malala, la petite Pakistanaise, j'ai rencontré son père, qui est un homme fantastique. J'ai aussi compris pourquoi la petite fille était devenue comme elle l'était, parce qu'on a besoin de modèles. Elle va consacrer sa vie à l'éducation des filles, et c'est comme ça qu'on changera effectivement le monde. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette question. Et on voit certains pays mettre l'accent sur ce sujet, et c'est eux qui ont raison. C'est essentiel. Niels ? Ouais, peut-être moi je voudrais rebondir avec quelques chiffres qui ont été publiés très récemment. Je pense que vous les avez dû les voir passer. Ça remonte à lundi dernier, une enquête qui a été publiée par l'Institut LH2, un institut anglais, et qui a été faite auprès de 15 000 salariés dans 9 grandes entreprises françaises, la SNCF, Orange, Air France, LVMH, GDF Suez. Et elle a été doublée également d'un sondage national auprès de 1000 cadres. Donc une étude tout à fait importante et sérieuse. Et cette étude montre que 80% des femmes et 56% des hommes disent avoir été témoins de sexisme dans le monde du travail. 54% des femmes disent avoir rencontré un frein professionnel en raison de leur sexe, et 90% des femmes salariées considèrent qu'il est plus facile de faire carrière quand on est un homme, et 62% des hommes sont d'accord avec ce constat. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Vous m'avez intimidé. Les chiffres sont tellement effarants. Indigènes. Ce sont les chiffres qui vous ont intimidé. Oui, c'est... Alors, la nouveauté dans cette avalanche de chiffres, dit Brigitte Grézy, qui est la secrétaire générale du Conseil supérieur à l'égalité professionnelle, c'est que les hommes en parlent également. C'est-à-dire que ce qui est nouveau, c'est que les hommes voient le sexisme aujourd'hui dans l'entreprise, mais en fait, ils minimisent encore son impact sur les carrières et le bien-être au travail. Donc vous avez fait tout un travail sur la génération Y notamment, qui semble plus ouverte aujourd'hui à l'égalité et à la mixité de l'entreprise. Mais donc au vu de cette étude qui est très récente, visiblement il y a encore un très gros travail qui reste à faire.
Oui, il y a un énorme travail. Je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette enquête. Au fond, les hommes et les femmes se connaissent assez peu. Donc, dans une entreprise, je pense que les hommes ont beaucoup de mal à comprendre exactement ce que veulent les femmes. Je ne parle pas du petit groupe dans une entreprise qui va être très machiste et du petit groupe qui va être très ouvert. Mais l'ensemble, qui est plutôt sympathique, il ne sait pas bien. Je pense que de l'autre côté, les femmes qui arrivent dans le monde professionnel n'ont pas l'expérience qu'ont les hommes depuis des dizaines, centaines d'années, ont acquis petit à petit la connaissance des jeux de l'entreprise, des jeux de pouvoir, qui sont difficiles à comprendre, qui sont durs, et qu'elles découvrent petit à petit. Et dedans, il y a effectivement des difficultés, il faut demander, il faut oser, il faut se battre, et elles n'ont pas l'habitude de ça. Et puis, aujourd'hui, je pense que ce qui est nouveau, c'est que tout ça est clairement dit dans les enquêtes, les gens répondent, les hommes se rendent compte. Nous, on a eu, pendant très longtemps, j'ai rencontré des entreprises dans lesquelles il y avait des mots sexistes assez désagréables, des conversations. Aujourd'hui, il y en a quand même de moins en moins, parce que les hommes se rendent compte que c'est pas politiquement correct. Donc, peu importe s'ils le pensent ou pas, en tous les cas, il y a une grosse évolution. Et de leur côté, les femmes doivent aussi évoluer, parce que je pense que ça vient des deux côtés, pour apprendre à manœuvrer dans cet univers, qui est un univers professionnel difficile. Et à savoir répondre. Vous savez, la petite phrase dans l'ascenseur, c'est le traité du sexisme de Brigitte Grésy, c'est tout ça. Ça s'apprend. Parce qu'on a l'impression qu'on a fait des études, on est brillante, on va rentrer dans une entreprise, et puis on va forcément évoluer normalement. On fait bien notre travail. Mais pas du tout. Ça va pas se passer comme ça. Et ça, ce sont des codes que les femmes doivent apprendre. Et qui ne sont pas les codes de la compétition, pour le coup, puisque ça serait juste reproduire le modèle... Non, qui sont d'autres codes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, et vous parlez de la génération Y, on en a beaucoup chez Mazars dans notre entreprise, et puis on les a autour de nous. Les codes de l'entreprise sont en train de changer avec la génération Y. Parce que les meilleurs gagnent, d'accord, ça va pas changer, c'est la compétition de la vie. Mais dans l'entreprise, le leadership est en train de changer. Et l'organisation de l'entreprise et du management est en train de changer. Le boss, hiérarchie, tout ça va changer. Et donc, vous allez être dans un partage des compétences, dans un partage du pouvoir, même s'il y a quelqu'un qui décide. Les jeunes vont qu'on leur demande leur avis, les jeunes veulent qu'on partage avec eux, qu'on discute, qu'on prenne en compte ce qu'ils sont. Et ça change le mode de management, de leadership. Et les femmes sont, a priori, beaucoup plus sensibles à ce type de management où on met ensemble une équipe plutôt qu'au côté hiérarchique traditionnel. Alors là, vous me donnez la matière à faire une petite passerelle vers le monde du numérique, puisque finalement, cette société qui s'horizontalise, se transversalise dans les modèles d'organisation, c'est notamment en grande partie sous l'impulsion des nouvelles pratiques numériques. Le groupe Mazars affiche son ambition d'accompagner ses clients dans leur révolution numérique. Un numérique qui bouleverse, vous le savez, absolument toute la chaîne de valeur, les organisations, les modèles économiques, etc. Quel regard portez-vous vous-même à titre personnel sur cette révolution numérique ? Moi, je trouve ça passionnant, assez compliqué parce qu'on apprend en marchant. Vous êtes beaucoup plus compétent que moi sur ce sujet et donc c'est quand même assez difficile de savoir comment tout ça fonctionne. Je rappelle quand même, et ça achèvera de vous présenter, vous êtes quand même bien sur Twitter, bien sur les blogs, et vous y êtes depuis longtemps. Oui, parce que ça me passionne et que j'ai la chance d'être entourée de gens qui m'ont expliqué comment ça fonctionnait. Vous êtes entourée. Voilà, mais je pose des questions. C'est vrai, j'ai la curiosité de savoir comment ça marche. Je pense que ça révolutionne effectivement tout. Ça révolutionne la relation client. On devrait avoir, et on est en train de réfléchir à cela dans certains pays, avoir des groupes, comme vous avez des groupes de gens qui se retrouvent autour de passions, on devrait avoir des groupes de clients qui se retrouvent autour de certaines typologies et créer des relations avec eux de manière particulière. Le monde est complètement ouvert, donc qu'il soit au Brésil ou au Pakistan, c'est la même chose. Et ce qui est peut-être difficile dans une organisation, c'est d'arriver à s'adapter assez vite
par rapport à l'évolution de ces outils qui sont très rapides et qui, même si le monde est ouvert, ne sont pas toujours égaux dans tous les pays du monde. Je veux dire qu'il y a des pays beaucoup plus en avance que d'autres. Donc vous êtes un groupe international, vous voulez mettre en place des outils dans le monde entier, c'est pas si facile encore aujourd'hui, alors qu'on imagine que ça n'est plus le cas. Donc moi je trouve que c'est passionnant. On a des personnes chez nous qui travaillent non pas sur le numérique, mais tout ce qui est innovation, parce que je pense que le métier aussi financier de l'audit, du conseil est en train de changer. Donc oui, c'est passionnant. Alors je sais pas si... J'ai juste une question de Twitter. Après... Je vais rebondir sinon sur la question. Ah ben je vous laisse rebondir. Alors notamment dans la spéculation boursière, il y a quelque chose aujourd'hui d'assez incroyable qui arrive, qui est que aux États-Unis, 60% de la spéculation boursière se fait via des robots qui, en millisecondes, passent des ordres de manière autonome. Et donc ça a des impacts, c'est quelque chose qui est totalement virtuel, mais qui dans le monde réel a des impacts très forts, puisque ça peut mettre à genoux une entreprise quelque part dans le monde. Quelle est votre position, vous, par rapport à cette tendance qui arrive avec la big data, avec tout ce qu'on entend, le trading haute fréquence, etc. Comment vous voyez ça, cette automatisation, cette course en avant à l'automatisation Je pense qu'il faut bien connaître, c'est là où la curiosité est importante de voir comment tout cela va fonctionner. Et je pense qu'en même temps, notre métier est un métier qui doit rassurer. Nous ne vendons pas un produit qui est le plus novateur du monde. Nous vendons quelque chose qui doit rassurer la personne en face de nous. Et donc, il est important que nous gardions les pieds sur terre, que nous étudions toutes les évolutions dont vous venez de parler, pas forcément pour les utiliser, mais pour pouvoir expliquer quels sont les dangers ou les aspects positifs. Et quelles que soient les évolutions numériques que vous avez, vous constatez dans un grand groupe international que la relation avec la personne physique, à un moment donné, est indispensable pour qu'on continue à travailler ensemble. Donc ça n'empêche pas de bâtir, et c'est ce qui fonde aussi nos collaborateurs, de bâtir la relation aussi simple qu'elle soit entre deux personnes. Alors justement, c'est intéressant parce que, à l'inverse de ce que je viens de dire, les robots qui, tout seuls, de manière autonome, passent des ordres, l'autre versant de ça, on pourrait dire, c'est toute l'innovation sociale et économique qui se passe grâce au numérique. Alors il y a les monnaies sociales qui s'inventent, il y en a plus de 5000 dans le monde actuellement, il y en a à Montreuil, à Toulouse, etc., qui réinventent les circuits courts, des nouveaux modèles de proximité. Le crowdfunding, donc qui permet de faire du financement participatif de projets, le crowdsourcing, etc., le peer-to-peer, le sharing, enfin il y a tout un tas de mouvements, de mouvances aujourd'hui qui s'accumulent. Est-ce que vous ne pensez pas que du coup, c'est peut-être l'économie qui est en train de se réinventer à l'aune de ces nouveaux usages autour de valeurs qui sont les valeurs de l'empathie, de l'altruisme, du partage. Est-ce que finalement la société ne se réinvente pas autour de ces valeurs-là qui sont accessoirement celles dont vous disiez qu'elles sont peut-être plus des valeurs féminines? Je pense que oui, parce que je pense que nous rentrons dans un monde dématérialisé. Et lorsque vous êtes dans un monde dématérialisé, comme nous sommes toujours des petits êtres humains avec nos forces et nos faiblesses, nous avons besoin de cette relation d'empathie. Et l'on constate bien que vous avez de plus en plus de groupes de gens à l'intérieur ou à l'extérieur des entreprises, dans le monde, qui se recréent autour de passions, quelle que soit la situation extérieure et quels que soient les outils technologiques utilisés. Et je pense que ce qui est en train de changer, si l'on revient à l'entreprise, mais dans le monde des femmes, qui est le sujet que j'étudie, c'est une entraide extraordinaire par des nouveaux réseaux, ce qui n'existait pas il y a encore très peu d'années, qui tout d'un coup changent complètement la donne et résout vos problèmes parce que vous êtes en lien avec un certain nombre de personnes. Et je pense que c'est aussi une manière d'organiser à l'intérieur des entreprises des groupes de travail sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la hiérarchie, qui sont sur un point, je fais de la recherche sur tel domaine, je réunis 10, 20 personnes de 10 pays, et hop, on réfléchit. Et ça se faisait pas avant. Donc, moi, je vois le côté, je suis une optimiste, je vois le côté positif des choses par rapport à ce monde dématérialisé, mais qui en même temps, moi, j'arrive à faire des choses et des enquêtes par Internet que j'aurais jamais faites
il y a quelques années? Oui, Jamais. Vous avez récemment interrogé 750 jeunes hommes de la génération Y à travers 60 pays. À travers Donc 60 là, pays. sans l'outil Internet. Sans cette étude l'outil n'a pas Internet, que- je ne l'aurais jamais fait. Alors j'ai ajouté des interviews physiques avec des gens, mais j'aurais jamais fait ça il y a 10, 15 ans. Je trouve ça fabuleux, parce qu'en même temps, on a été en échange avec eux. Je rebondis, à mon tour de rebondir juste sur l'échange. J'ai une question de Nine sur Twitter qui revient au sexisme dans l'entreprise. Finalement, le sexisme envers les femmes dans les entreprises n'est-il pas au profit de l'homme? Pourquoi l'arrêterait-il? Le sexisme n'est-il pas au profit de l'homme? En gros, pourquoi l'arrêterait-il? Donc la première réponse est sans doute oui. Mais pourquoi l'arrêterait-il? Alors, parce que, pour plusieurs raisons, je pense. Il y a effectivement certains hommes qui ne voient pas pourquoi ils l'arrêteraient. Bon, ils existent. On cherche à ne pas trop les connaître. Oui, puisque l'entreprise, juste, je vous interromps juste, mais dans le CAC 40, il n'y a pas de grande patronne. Ah non, mais c'est terrible. En France, Il y a la France est 28 très en retard. 28% seulement de membres de CA. Elle, Ah non, elle mais est là, structurellement faite pour servir les hommes. La France est très en retard. Voilà. Très. Oui, là on parle de la France. Oui, oui. Sur ce sujet-là, la France, qui sur d'autres sujets d'égalité homme-femme a été très en avance, là n'est pas du tout en avance. C'est un club d'hommes qui veut bien rester ensemble. Alors, cette jeune femme a raison, ça profite aux hommes, sauf qu'il y a quand même aujourd'hui un certain nombre d'hommes qui n'ont pas envie de rentrer et de vivre dans ce carcan dans lequel on les a éduqués. Et ce sont les premiers à être très contents qu'on les aide à en sortir. On a un raisonnement très occidental quand on se dit ça, parce qu'il y a énormément de pays où les relations entre les hommes et les femmes et où les valeurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Le féminin peut être chez des hommes. C'est le cas en Inde, en Asie, etc. Donc on a des réactions très occidentales quand on ne regarde que cela. Et puis, on a aussi un point économique. Et ça va passer par le côté sexiste. Je m'explique. Toujours dans mon optimisme, je vois quand même les résultats des enquêtes de la Banque mondiale, de Madame Lagarde au FMI et d'un certain nombre de pays qui ont bien constaté que lorsque vous souteniez le travail des femmes, l'éducation des femmes et le développement des femmes, vous aviez un retour sur l'économie du pays qui est en nette augmentation. Donc les gens sont en train de s'apercevoir de ça. À partir du moment où vous êtes dans ce schéma, on va promouvoir les femmes, à un moment donné, le sexisme va se réduire. Il ne sera pas annihilé. Non. On ne peut pas changer le monde complètement, mais il va forcément se réduire petit à petit. Et donc on va le voir petit à petit éradiqué par certaines de ces évolutions. Et notamment par la politique des quotas que vous n'appréciez pas, mais dont vous dites que de toute manière il faut y passer, parce que pour les générations futures... Il n'y a pas le choix. Intellectuellement, vous êtes contre. Parce qu'intellectuellement, vous allez avoir Madame X qui va vous dire « Je ne veux pas être nommée parce que je suis une femme ». C'est la coercition. Bon. Alors d'abord, quand on est la première, on aide les autres, donc on accepte de l'être, et puis après on est compétent, on le montre. Et puis, si on n'a pas les quotas, on n'avancera pas. Vous savez, les entreprises françaises avaient dit, quand on a parlé des quotas et qu'on les a votés, « Oh, il n'y a pas de femmes ». Nous sommes en 2013. Ils ont déjà atteint les 20%, et tout d'un coup, les femmes sont sorties du chapeau. Ouais. Et ça va passer à 40 l'année prochaine, voilà. 40%. Je vous propose la deuxième résonance, et là directement reliée évidemment à ce dont nous sommes en train de parler, une résonance du Rendez-vous du futur avec Mercedes Serra qui nous parle de féminisme. Je pense que le féminisme, c'est juste l'envie qu'il y ait une égalité humaine entre les hommes et les femmes, que c'est quelque chose, un enjeu très important. Je pense que ça change le monde quand on arrive à cette égalité-là, et que il faut rester féministe, les hommes et les femmes, tant que tout ça n'est pas réglé. Et j'ai pas le sentiment que c'est réglé. C'est pas un gros mot, féminisme. Pour moi, c'est pas du tout un gros mot, parce que c'est pas un gros mot que de vouloir l'égalité humaine. Hein. Ça me paraît pas un gros mot. Ça me paraît. Et d'ailleurs, je suis toujours étonnée que les filles, les femmes françaises aient peur de ce mot à ce point-là. Je crois qu'il faut pas en avoir peur. Ça consiste pas à vouloir du mal aux garçons. Ça consiste à vouloir du bien aux hommes et aux femmes. Vous, Muriel de Saint-Sauveur, est-ce que vous constatez également une crainte par rapport à ce mot? Ce mot fait peur. C'est vrai que ce mot est assez lourd de sens. Il a une histoire.
Oui, je suis totalement d'accord avec Mercedes. Il a encore une mauvaise connotation dans certains pays, dans certains lieux, dans certaines entreprises, notamment chez nous. Et c'est assez effrayant parce que je suis comme elle, je pense que c'est l'évidence de vouloir l'égalité des hommes et des femmes et que le féminisme, c'est se battre pour les droits égaux des hommes et des femmes. Je pense qu'il a été critiqué par beaucoup et d'hommes et de femmes par rapport à ce qui s'est passé à une époque, mais sans ces femmes-là, on n'en serait pas aujourd'hui ici, on serait peut-être même pas en train d'avoir cette conversation. Et comme sans les quotas ou sans cette espèce de coercition, nos petits-enfants n'auront pas... Moi, je les admire et je les remercie. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans un autre féminisme, on est dans un féminisme plus soft, plus dans l'égalité des droits professionnels, en tous les cas chez nous, sans oublier que dans d'autres pays, on est encore dans un féminisme archaïque. Il faut quand même pas oublier, moi je suis toujours en train de regarder le monde, que dans énormément de pays, les femmes sont tellement encore discriminées à cause de leur sexe. C'est pour ça qu'on se bat. Marianne ? Oui, à ce propos, je voulais un petit peu parler de la politique et du féminin qui tente régulièrement des percées. Après Adam Smith et Tony Blair, Martine Aubry, en 2010, a repris La Société du Caire, cette notion. Et il y a eu des réactions assez vindicatives, autant à gauche qu'à droite, autant venant des hommes que des femmes et des journalistes, et notamment celle de Jean-Michel Apathy, qui disait, qui lui a décerné le prix de nunucherie, fustigeant avec violence un galimatia de bons sentiments, un record de banalité et de poncif au centimètre carré, et estimant qu'elle se noyait dans des considérations pseudo-philosophiques. Pourtant, à l'heure actuelle, il y a quand même des personnalités, et non des moindres, qui se situent dans cet héritage et dans cette filiation, comme Jeremy Rifkin et sa Société de l'empathie, Mathieu Ricard et la nécessité de l'altruisme, ou encore Nelson Mandela, l'homme médecine de l'Afrique du Sud, de la société post-apartheid, qui a su dépasser la logique de la vengeance et la logique du droit. Et à son propos, Jean-Paul Joary, philosophe, disait dans Libération il y a quelques jours, « Incroyable initiative élevant la politique à la hauteur de la philosophie et de la psychanalyse et obligeant chacun à s'élever au-dessus de lui-même. Il s'agissait, selon les termes utilisés alors, de guérir la société, de réhabiliter la dignité humaine. » Donc on voit qu'il rend un hommage assez fervent à Nelson Mandela. Et donc, ma question, est-ce que la réhabilitation portée, être entendue, que lorsqu'elle passe par les hommes? Elle doit passer par les deux. C'est bien pour ça que j'ai fait une enquête sur ce que pensent les hommes, parce que nous avons un monde d'hommes et de femmes et nous allons travailler ensemble. Donc, sans l'un ou sans l'autre, ça ne passera pas. Le féminin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je pense fondamentalement qu'il est chez nous tous, plus ou moins, et que nous sommes dans un univers aujourd'hui où nous en avons besoin de plus en plus. Bien vu l'échec de certaines politiques excessivement masculines. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut dire qu'il faut avoir les deux. Donc on est dans un monde où on va vers cela. Et je pense qu'il faut quelques personnes un peu philosophes, comme celle que vous avez citée, Jeremy Rifkin. Moi, j'aime beaucoup cette philosophie de l'empathie. Alors, on vous dit que vous êtes optimiste, que vous êtes un peu fou dans l'entreprise quand vous en parlez tous les jours. Mais il faut, heureusement, des gens comme ça pour nous donner envie d'être comme ça. C'est Attali, justement, avec Mathieu Ricard, dans une conférence, qui disait qu'en fait, l'altruisme n'est plus... aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est-à-dire que c'est utile d'être altruiste, parce que de toute manière, on ne pourra pas faire face à tous les défis, toutes les menaces qui pèsent sur l'humanité aujourd'hui, qui risquent quand même de disparaître avant la fin du siècle si on ne corrige pas certains tirs, et qu'on ne résoudra pas ces problèmes si on ne travaille pas collectivement. Et travailler collectivement, ça passe par des valeurs d'empathie, d'altruisme. Donc ça devient même une nécessité, tout simplement. C'est plus un choix, même. On devrait presque l'expliquer dans les entreprises, quand on recrute des jeunes. Parce qu'on ne leur parle que d'évolution et de compétition. Et au fond, il suffit pas d'avoir une bonne idée dans une entreprise. Faut-il encore qu'elle soit mise en place? Et pour la mettre en place, vous aurez besoin forcément des autres. Et c'est pas toujours facile. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut apprendre à pardonner. C'est pas toujours facile non plus.
Alors Mandela au niveau mondial est extraordinaire, mais dans la vie quotidienne, le voisin qui vous a fait un coup de patte, vous avez envie de l'envoyer aux plantes. Bon, je fais exprès d'avoir ce genre de vocabulaire, mais c'est ça la vie quotidienne. Et il faut essayer de passer au-delà, parce qu'elle est quand même très importante. Tous les jours, on travaille, et on a envie d'avoir des gens qui vous poussent à aller au-delà de vous, à être curieux, à découvrir. Et je pense que le rôle du manager aujourd'hui, c'est ça. Sur le site rendez-vous-du-futur.com, il y a une question sur le chat de Ségolène. Est-on prêt en France à élire une femme présidente en 2017 ? Il y a beaucoup de points de suspension en 2017. Est-ce que ça sera peut-être pas un peu plus tard ou est-ce qu'on sera prêt ? J'aimerais bien. On a déjà fait une tentative et on a été un peu déçus. Mais oui, je pense qu'on est capable. Alors, on va avoir des réflexions. Parce que vous vous rendez compte qu'on est encore dans un pays où on entend des 4 à l'Assemblée en 2013. Il y a quelques quand mois. une femme passe ou je ne sais pas quelle réflexion parce qu'elle a une robe à fleurs. Donc c'est pas gagné. Donc celle qui va se présenter, elle a besoin d'un coach pour s'endurcir et accepter de supporter les réflexions qu'elle va avoir. C'est sûr. Mais je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui est prête à soutenir une femme. Moi, il y a certains chiffres qui m'interpellent particulièrement. J'ai regardé une étude du centre Hubertine Auclair qui portait sur des manuels de mathématiques et des manuels d'histoire géo. Sur 29 manuels de mathématiques utilisés au lycée en 2011, il n'y a que 28% de femmes dans les 2200 exercices de maths qui sont donnés aux élèves. Et en histoire géo, sur 339 biographies mises en avant dans 12 manuels parus en 2010, seulement, je vous le donne en mille, combien de pourcents de femmes ? 3% de femmes dans les livres d'histoire géo. C'est comme si la femme n'avait jamais compté dans l'histoire. Ça veut dire que on parle de l'entreprise, mais depuis le plus jeune âge, on est dans le rose, le bleu, tu joues à la marelle, toi tu joues au foot, donc c'est pas le même esprit de compète non plus. C'est-à-dire qu'il faut aussi changer considérablement, mais très très loin, très en amont. Il faut changer très loin et très tôt. Et oui. Parce que ce sont les petits à qui il faut apprendre. Moi, je rêverais de pouvoir créer une association qui irait un peu dans les écoles, donner le courage aux filles d'oser, de demander, d'être elles-mêmes, etc. Des trucs qu'on n'a pas forcément dans sa famille, qu'on n'a pas forcément dans l'éducation classique, et qu'on a un jour, mais quand on a 30 ans. C'est bien, mais c'est presque trop tard. Et quelques femmes qui seraient des rôles modèles et qui iraient comme ça passer la bonne parole envers des petites filles qui auraient entre 10 et 15 ans. Moi, je rêverais de faire ça parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut les convaincre qu'elles ont autant de valeur. Vous savez, il y a des études qui montrent que lorsque vous demandez à des filles et des garçons de faire un dessin, si vous leur dites que c'est un dessin de mathématiques ou de géométrie, les garçons sont meilleurs dans le test. Puis vous prenez le même test et vous dites aux filles et aux garçons, c'est un dessin. Et ben là, les filles sont meilleures. Et justement, Muriel, en dehors de votre petite pakistanaise dont vous parliez tout à l'heure, quelle femme connue ou inconnue vous inspire et pourrait être des modèles des femmes du futur en quelque sorte ? Alors en dehors de ma pakistanaise, parce que c'est vraiment, c'est vraiment mon votre héroïne. référence principale. Oui. Je suis admirative parce que il faut tellement sortir de notre confort et c'est pas facile. Elle n'est pas dedans dans ce confort et elle a toute la force qu'il faut. Alors il y a des femmes comme Michelle Bachelet, il y a des femmes qui sont fantastiques, qui ont créé l'ONU Femmes, qui sont maintenant femmes présidentes d'un pays, qui sont extraordinaires. Il y a des femmes iraniennes, il y a des femmes dans les pays, je peux pas les citer toutes, qui ont fait des choses pour les femmes 10 fois mieux que nous, 10 fois plus. Enfin moi je fais rien, je suis juste en train de défendre les femmes, mais je trouve qu'à côté de toutes ces femmes qui ont vécu des vies difficiles dans des pays difficiles, il faut qu'on ait beaucoup d'humilité. Ça c'est ma première réaction par rapport aux femmes du monde qui se battent pour des choses essentielles que nous avons. Je suis très touchée quand je voyage devant les difficultés que vivent certaines femmes. Ce sont elles mes héroïnes. Un petit jeu cette fois-ci, une petite chronique jeu. Je vais vous présenter quelques images et je vais vous demander de réagir sur ces images. Alors, il y a certains effets que, merci Marianne, qui sont complètement coulés puisqu'on en a déjà parlé, mais néanmoins je persiste. Donc c'est mon petit jeu. Si je vous montre cette image-là, donc l'image de Nelson Mandela, qu'est-ce qu'il évoque pour vous, et évidemment autour du thème de la diversité, de la parité? Le pardon et l'acceptation.
la conciliation, c'est-à-dire accepter, pardonner et faire en sorte que tout le monde arrive à être ensemble et à vivre ensemble. C'est bien plus fort que la diversité, ça. Oui. Une deuxième image, donc c'est Marie Barra. Marie Barra, nouvelle directrice générale de General Motors. Donc coup de tonnerre, c'est la femme de cette fin d'année, parce qu'on n'avait jamais vu un groupe aussi puissant que General Motors avoir une femme à la tête. Donc ça nous renvoie évidemment à notre image en France aussi de 0 femme, 28% seulement dans les conseils d'administration et 0 femme présidente ou directrice générale de très gros groupes du CAC 40. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Alors moi j'espère qu'elle va soutenir les femmes, parce que ça n'est pas parce qu'elle est arrivée là qu'elle va soutenir les femmes. Or ça va être un symbole. Et si ce symbole n'a pas le courage ou la volonté de soutenir d'autres femmes, d'être rôle modèle, d'intervenir dans les débats sur sa position, ce serait dommage. Et là du coup on peut faire une passerelle avec Suzanne Meyer, la patronne de Yahoo. Ça fait quelques mois, voire déjà une année. Est-ce qu'elle s'est investie ? Est-ce qu'elle s'est impliquée dans le... C'est peut-être pas encore visible. C'est pas officiel. Dernière petite image, le Panthéon. Parce qu'il y a tout un débat qu'a lancé le Premier ministre. Il a posé une grande question en disant et si on mettait des femmes au Panthéon ? Très bien, mais ce serait qui ? Alors ce serait qui pour vous ? Alors, ça va être difficile de choisir parce que je pose pas des questions partir faciles. d'Olympe de Gouges à aux récentes. C'est difficile de vous répondre parce qu'il en faudrait plusieurs. Je sais qu'il y a quelques noms qui sont cités. Olympe de Gouges revient. Olympe de Gouges revient parce que c'est celle qui est l'emblème, qui a créé la Déclaration des droits des femmes, qui est morte guillotinée en disant mais puisque les femmes ont le droit de voter. Enfin, bon, je vais pas refaire l'histoire. Donc oui, ça serait ma préférée. C'est un symbole. Ensuite, il faudrait vite qu'on en ait une ou deux autres. C'est ça. Pour ne pas rester uniquement sur ce symbole. Il faut pas en mettre une seule au Panthéon. Il faut aussi que ça devienne aussi une parité. Parce que sinon, on a une excuse. Ah bah ça y est, on a une femme. Voilà, on passe à autre chose. On a notre femme. Niels ? Alors moi, il y a une question que je sais que vous aimez bien, qui est la question des organisations dans les entreprises. Vous en parlez très bien. Et il y a un cabinet d'études, je vais ressortir des chiffres très récents, on a un cabinet d'études anglais qui vient d'estimer le coût des bouchons en France, à la fois en temps perdu et en essence gaspillée, à 6 milliards d'euros par an. Alors on pourrait évidemment faire beaucoup d'économies en repensant l'organisation du travail. Alors vous parlez des 3 tiers. Vous dites que dans le futur, un futur assez proche, on travaillera un tiers du temps au bureau, un tiers du temps à la maison et un tiers du temps dans des tiers-lieux, par exemple ces espaces de coworking qu'on voit ou des cafés dans lesquels on va travailler. Et vous dites une chose qui résume très bien tout ça, vous dites c'est le résultat qui compte, pas le temps passé. Mais c'est quand même un petit peu révolutionnaire cette approche dans les entreprises françaises. Oui, parce que pour cela, il faut faire confiance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'imagine que vous n'allez pas travailler sous prétexte que je ne vous vois pas. Et en France, c'est pas du tout une évidence, ce genre de postulat. Alors, je pense que c'est en train de gagner et d'évoluer, que ça peut pas correspondre à tous les métiers, et que la malheureuse vendeuse qui est derrière sa caisse, elle va être derrière sa caisse. En revanche, tous les métiers qui sont des métiers de réflexion, de service et autres, moi, je travaille n'importe où. J'ai pas besoin d'être derrière mon bureau. Alors, j'ai besoin d'aller voir mon équipe, j'ai besoin d'aller au bureau, mais pas tous les jours. Il y a même des moments où je travaille mieux dehors. Et mes idées, elles me viennent en faisant du jogging et pas derrière mon bureau en me disant, oh là là, où est-ce que j'en suis? Donc, je pense qu'il y a un équilibre à avoir, qui est en train d'évoluer, parce qu'on parle de flexibilité. Les flexibilités, au départ, elles ont été demandées par les femmes. Elles sont aujourd'hui demandées par les jeunes et aussi par les hommes. Parce que vous avez des hommes divorcés, vous avez des hommes qui veulent voir leurs enfants, vous avez des hommes qui ont décidé qu'il y avait des moments dans leur vie où il y avait d'autres choses que le travail. Donc, c'est une évolution, prend du temps, et elle ne peut pas être faite pour tout le monde. Vous dites qu'il faut faire confiance, mais il faut aussi acquérir plus d'autonomie. C'est-à-dire que c'est tout un apprentissage aussi d'être capable aussi de se prendre plus en charge. Et finalement, cette horizontalité dont on parlait tout à l'heure, elle viendra aussi parce qu'on sera tous côte à côte et pas dans une hiérarchie verticale. Oui, mais vous avez raison, ça s'apprend. Être seul chez soi à la maison, c'est pas évident. Et il faut se donner des horaires. En même temps, je pense qu'il faut qu'on aide les gens dans l'entreprise.
à le faire peut-être une journée, puis ensuite 2 jours, et puis les obliger à venir au bureau, les obliger à donner des nouvelles. Et je pense que c'est une relation entre les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'entreprise qui doit donner, il y a aussi la personne qui doit donner, et c'est un dialogue, et c'est ce dialogue qui doit améliorer la condition des deux. D'ailleurs, on voit par exemple chez Google que Google autorise, enfin même préconise auprès de ses salariés l'idée d'utiliser 20% du temps à ce qu'ils veulent. Alors évidemment en accord avec l'entreprise, mais à être créatif, à travailler sur des sujets de R&D, etc. Et finalement, ça profite énormément à l'entreprise au bout du bout. Alors c'est vrai qu'il faut s'adapter au métier. Nous, on ne peut pas le faire tout le temps parce qu'on a beaucoup d'équipes qui vont travailler dans les entreprises clientes. Donc il faut aussi qu'ils soient visibles et qu'ils puissent travailler là, et de temps en temps chez eux. Donc c'est pas systématique pour tous les métiers tout le temps. Mais je pense que c'est un changement d'état d'esprit. Moi, ça me fait penser à une réflexion de Roselyne Bachelot il y a 10 jours lors de la remise de l'étude de l'Observatoire des femmes et de l'assurance avec Generali. Roselyne Bachelot disait en gros les principales victimes de ce monde très masculin, ce sont les hommes, ce sont pas du tout les femmes. Les femmes, elles combattent, de toute façon elles ont toujours vécu dedans, et puis ce sont des guerrières, parce qu'il faut se battre. En revanche, les hommes, on leur a toujours nié toute sensibilité, nié toute possibilité de s'émouvoir, d'exprimer sans doute cette partie féminine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que les hommes sont des victimes aussi ? Je pense que c'est assez vrai, et on le voit dans l'enquête qu'on a menée auprès des hommes. À la fin, on a posé des questions et on a constaté que les hommes, en majorité, avaient bien compris que les attentes des femmes, et personnelles et professionnelles, avaient complètement changé. Et ils voient la femme comme étant forte, dynamique, courageuse, ambitieuse. Et eux, ils se voient encore comme étant dans ces valeurs masculines traditionnelles qu'on leur a inculquées. Mais on sent qu'ils sont prêts à commencer à vouloir en changer. C'est-à-dire les femmes ont fait leur révolution, ou elles sont en train de la faire. Évidemment, c'était elles qui avaient besoin de le faire. Et les hommes sont en train de s'apercevoir que, mais oui, ils peuvent la faire aussi. Mais on est au début. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'il y a un changement en marche, mais ils savent pas très bien ils comment pas très bien. Et le puis, rattraper. Il faut un environnement propice. C'est ça. Il faut que les femmes laissent aussi les hommes évoluer. C'est forcément une co-révolution. C'est une co-révolution. Il faut changer le logiciel global, sinon s'il y en a juste un bout. Bien sûr, mais quand je dis qu'il faut travailler ensemble, les femmes ont intégré le monde du travail, dans lequel les hommes étaient seuls. Ils sont en train de partager ce monde. Ils n'ont pas réintégré le monde privé. Certains, petit à petit. Une minute de plus par jour. Dans ce que ça, c'est quand même un chiffre saisissant. En 20 ans, parmi les actifs, les hommes ont consacré 1 minute de plus par jour. C'est plutôt pas mal. Aux tâches domestiques, bien sûr. Je pense que là, on peut saluer. Dans l'enquête, il y a des réponses très, 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 très drôles, parce que ils disent on est prêt à partager. Très bien. Donc mentalement, ils sont prêts à partager. Voilà, mentalement. Et puis quand on leur demande quelles sont les tâches qui sont plus ou moins masculines et plus ou moins féminines, eh bien, le bricolage, emmener les enfants au sport, réparer la maison, ça reste masculin, mais donner le bain aux enfants, faire la cuisine, le repassage, ça reste féminin. Mais ça, c'est éminemment culturel, on est d'accord. C'est-à-dire que finalement, ils ne font que reproduire des schémas qu'on leur a appris. Si on leur avait appris tout petit à faire d'autres choses, voilà. Donc, mais le type en Inde, en bas des maisons, c'est un type qui repasse, à qui vous avez donné votre linge. Bon, ils se sentent pas dévalorisés, c'est un métier comme un autre. Oui, mais si c'est culturel, ça veut dire que le modèle devant soi n'a pas été un modèle de changement, mais ça veut dire que le modèle était, ça veut dire que la maman d'avant n'a pas forcément relayé aussi, a vécu dans l'ancien modèle. Mais vous savez ce qui m'a étonné le plus, moi, dans mon enquête ? Ce qui m'a étonné le plus, c'est que j'ai pu trouver dans un même pays, donc économie, évolution sociale, identique, des gens excessivement ouverts et des gens excessivement machos. En France, vous trouvez les deux. Donc ils vivent dans le même environnement, ce qui veut dire que c'est l'éducation, les premières personnes qu'ils ont eues autour d'eux, qui a conditionné ces deux personnes. En même temps, en 2013 en France. La puissance du modèle. Maria ?
Il y a des études où on observe les femmes avec leurs nourrissons sur les tables allongées et où on observe comment elles vont se comporter en fonction de si elles ont un petit nourrisson fille ou un petit nourrisson garçon. Et on voit qu'il y a beaucoup plus d'intensité dans les échanges avec les petits garçons et qu'il y a beaucoup plus de superlatifs surtout. Donc ils sont nécessairement plus extraordinaires. Et on a pensé aussi, d'où ma question tout à l'heure sur la réhabilitation du féminin par les hommes, les mères entretiennent beaucoup finalement le machisme, même les mères les plus féministes. Parce que, alors les psychanalystes pensent, mais c'est une hypothèse, ça reste de la psychanalyse, que leur petit garçon symbolise l'homme qu'elles n'ont pas pu être, qu'elles auraient aimé être pour elles-mêmes être valorisées, et qu'elles vont valoriser leur fils, évidemment, d'une manière énorme, et le laisser traîner des miettes sur la table, se comporter davantage comme un roi qu'avec leur fille. Et que du coup, ça verrouille l'évolution. Mais ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ça veut dire que c'est vous, les hommes modernes ou les hommes Y, qui devez prendre les choses en main. Oui, mais c'est vrai que cette étude qu'on peut retrouver sur le site de Mazars, cette étude montre donc que ces hommes de la génération Y ont compris qu'il y avait un changement, que la mixité n'était pas forcément le sujet, enfin c'est plus un sujet pour eux en tout cas, mais que le changement est en marche, mais ils savent pas très bien comment agir eux au quotidien. Prendre une éponge. Alors ça peut commencer par prendre une éponge. C'est très simple, un balai, une éponge. Vous savez, vous avez parlé des psys, mais les anthropologues vous montrent que les acquis que nous avons, hommes et femmes, mettent un temps fou à évoluer. Moi, je pensais que c'était une joke que de dire que les hommes se retrouvent dans l'espace et que les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. Et je pensais que c'était un stéréotype de base complètement idiot. Or, ils nous prouvent que non, dans les études, parce que au départ du monde, les hommes chassaient et avaient effectivement besoin de se retrouver dans l'espace. Les femmes faisaient des multitâches et étaient très organisées. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir une femme qui a le sens de l'orientation, mais la majorité d'entre elles ne l'ont pas et c'est en train d'évoluer. Et vous en aurez peut-être plus dans la génération future et puis encore plus dans l'autre. Donc on voit bien que les évolutions, c'est lent sur c'est le GPS qui va finalement amener l'égalité. Et l'ère numérique, c'est l'ère du slash. Je vais vous réconforter parce qu'il y a des études qui ont été faites justement et on sait que les petits garçons avaient beaucoup plus d'autonomie que les petites filles. Notamment, on a calculé l'espace, le nombre de kilomètres, la circonférence autour du domicile et les garçons avaient 5 ou 7 kilomètres d'autonomie tandis que les filles n'en avaient qu'un. Et qu'effectivement, le fait aussi d'avoir beaucoup plus peur pour les filles, de vouloir les protéger davantage, de les garder à la maison, font qu'elles n'ont pas pu développer justement ce fameux sens de l'orientation. Mais on sait que quand on entraîne un cerveau féminin à faire des créneaux, à lire des cartes, elles s'avèrent aussi talentueuses que les hommes, avec de l'entraînement. Mais que les femmes peuvent conduire comme des mecs. En plus, on en a même une autour de demandez à mon mari, il vous dira qu'il est secoué comme tout quand je conduis. Nous demanderons. Toute dernière résonance, le temps file, ça va très très vite. Toute dernière résonance, cette fois-ci avec François Tadei, qui va nous parler évidemment des jeunes, de l'éducation, de la transmission. Bon, c'est un très vaste sujet et là on pourrait faire plusieurs heures après, mais on va devoir bien condenser. Une petite Je vais poser une question de Merton, qui rebondit pas mal sur Twitter, et qui rebondit notamment, il pose une question avec une société d'anciens, aux mains des anciens plutôt, comment redonner le pouvoir aux jeunes pour relancer la machine? Alors en fait, la question, c'est de savoir... je pense que c'est une très bonne question. Et je pense qu'il y a deux manières de légitimer un parcours. Et la manière classique en France, c'est les diplômes, d'accord, avec tout ce qu'on vient de dire sur ces diplômes. Et puis il y a une autre manière qui est de légitimer les gens en fonction de ce qu'ils ont fait, pas en fonction du diplôme qu'ils ont. Et donc si on a des jeunes qui ont fait des choses extraordinaires, eh bien ils sont tout aussi légitimes que bien des plus anciens qui n'ont pas forcément fait autant de choses extraordinaires. Et on voit bien, c'est ce qui se passe sur Internet. Un informaticien de 14 ans qui est capable de créer des choses extraordinaires a plus de crédibilité sur le web que bien des gens qui ont éventuellement plus de diplômes qu'eux, mais qui n'ont pas la capacité à comprendre les besoins du moment et à s'emparer des outils disponibles et à en créer de nouveaux.
Une petite réaction, Muriel? Ou c'est vrai qu'en France, notamment, on constate qu'il y a il y a plus d'étudiantes que d'étudiants, mais à un moment donné, ça s'arrête. C'est-à-dire que c'est pas pour autant qu'elles vont occuper beaucoup plus de postes de pouvoir, entre guillemets. Oui, il n'y a pas qu'en France. Dans de nombreux pays, le nombre d'étudiantes dépasse largement les étudiants. Au Pakistan, il y a 70% de filles diplômées. Au Pakistan. Et je rentre de Chine où j'ai trouvé ce même chiffre dans des grandes universités. Le problème, c'est le passage d'après. Oui. Est-ce que les familles et elles-mêmes vont avoir le courage de les laisser travailler pour les familles et elles-mêmes vont décider qu'elles veulent aller travailler et que c'est primordial. Alors, moi, j'en ai rencontré qui disent on veut être indépendante, des hommes, donc on veut travailler, mais est-ce qu'elles auront le courage de braver les interdits qui les entourent? Pas forcément toutes. Et c'est là où elles ont besoin aussi de soutien. Et puis, dans nos pays, il y a de temps en temps, on le voit en ce moment, un petit retour de certaines jeunes femmes devant la difficulté d'avoir tout et qui disent mais est-ce que ça vaut bien la peine? Alors je vais rentrer, m'occuper de mes enfants. Et là, évidemment, les féministes comme moi disent danger. Vous vous rendez pas compte, on s'est battu pour que vous ayez la liberté de travailler et vous vous dites attention, je vais rentrer chez moi. Donc il y a un petit danger parce que c'est dur. Évidemment, la liberté, c'est dur. C'est plus confortable d'avoir l'argent qui vous tombe tous les jours par un mari riche. Mais enfin, vous n'êtes pas une femme riche, vous êtes la femme d'un homme riche. C'est pas la même chose. C'est une certaine aliénation, quelque part. Eh oui, donc ça dépend ce qu'elles veulent. Une question de Catherine sur le chat, sur rendez-vous-du-futur.com. Comment orienter les filles vers les études et métiers de l'avenir? Quel rôle pour les entreprises dans ce domaine? Quel est le rôle social, en gros, d'une entreprise comme Mazars, par exemple? Je pense que le rôle, ce serait de montrer, d'avoir quelques personnes, des personnalités. Parce que moi, je crois beaucoup au rôle modèle. Je crois beaucoup à quelqu'un qui vient vous parler de ce qu'il fait, qui vous fait partager sa passion et ses échecs, ses succès, et qui vous donne envie de faire la même chose. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je rêverais de monter une ONG qui va dans les écoles, parce que c'est pour moi la façon de montrer aux filles qu'elles peuvent y arriver, qu'elles peuvent être bonnes en maths ou dans n'importe quel domaine. En voyant d'autres exemples. Oui, pour moi, c'est la meilleure façon de faire. Et les entreprises peuvent aider en allant, justement, faire ce genre de choses. Et elles ne le font pas assez. Elles ne le font pas assez parce que tout ça, c'est beaucoup de temps, que dans les périodes de crise, les gens se resserrent sur leur métier, mais qu'en même temps, les entreprises sont quand même toutes en train de bien comprendre que l'État ne peut pas tout faire, que l'entreprise a aussi un rôle. Et le rôle de l'éducation, je pense que c'est quand même le premier de l'entreprise. Nous, on a créé un MBA. Bon, c'est déjà peut-être pour des gens plus évolués dans le sens diplôme, mais c'est dans la même démarche. C'est en tout cas un constat qu'on fait ici au Cube tous les jours, c'est qu'il y a énormément d'initiatives partout dans le monde qui sont des initiatives, des bonnes pratiques, comme on dit, réussies, des bonnes expériences. Et il y a deux problèmes, c'est qu'elles sont, on n'arrive pas à les valoriser, on n'arrive pas à les polliniser. C'est-à-dire, il faut trouver des systèmes, et là encore, le numérique peut nous y aider, mais il faut trouver des systèmes à la fois pour valoriser toutes ces initiatives, et il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, c'est absolument incroyable. On citait en référence le livre de Bénédicte Magnier, 1 million de révolutions tranquilles. C'est 500 pages de choses merveilleuses qui se passent, comme à Détroit, qui est une ville aujourd'hui qui est en train de déposer le bilan, et où les gens réinventent complètement le vivre ensemble, l'économie locale, etc. Et toutes ces expériences réussies, le problème c'est qu'on ne les connaît pas. La télé, ça n'intéresse pas la télé, ça n'intéresse pas les grands médias, ça n'intéresse pas les politiques. Les associations ont un mal fou à les valoriser, alors qu'elles sont là. Donc c'est un peu cette culture du oui qu'on essaye de mettre en avant ici, à travers un certain nombre d'initiatives, pour montrer toutes ces choses-là. Parce que c'est justement ce que le numérique peut aider à faire, c'est informer via l'outil Internet. Mais les gens ont envie d'être heureux. Donc tous ces forums qui s'ouvrent dans le monde entier où on réfléchit, c'est cette envie de vouloir améliorer notre vie. Et pourtant, ils sont pas bêtes. On a quand même l'impression que les gros médias, les grands médias, ne voient pas cette envie. Non, je suis d'accord avec vous. Ils voient pas cette envie. Ils sont très négatifs. Que ce soit sur les affaires françaises ou alors sur les affaires internationales, parce que vous avez des commentaires qui sont assez peu proches de la réalité souvent. Et comme d'habitude, on dit les trains qui sont à l'heure n'intéressent personne. Mais je pense que là, il y a beaucoup d'initiatives pour montrer qu'il y a des choses positives. Et il n'y en a pas tellement dans la presse.
Hein, il y a des choses à faire. Là. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand on lit la presse, en général, on va se suicider derrière. C'est la fin de cette émission. Une toute dernière question, une question de Karine. J'aurais pu la poser au tout début, mais on va essayer de lui répondre de manière très courte. Que pensez-vous des mouvements Femen et Antigone ? Je ne vais pas juger leur mouvement. Tout mouvement qui défend les femmes est positif. Et il faut être ouvert sur ce que font les autres. Et plus on sera nombreuses et nombreux à parler du développement et de la liberté des femmes, on aura un monde meilleur. Quelle que soit la manière, Oui, après rien n'est parfait, il y a peut-être des excès, il y a peut-être des choses qui vont pas vous plaire et qui vont heurter votre sensibilité. N'empêche que la raison première va faire avancer. Ça a été comme ça il y a 60 ans et il faut continuer. Muriel de Saint-Sauveur, merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Merci donc à tous ceux qui ont rendu cette émission possible. Merci à nos amis de la JD Carré, au Cube, ce bel endroit ici les Moulineaux. Merci Niels, merci Marianne, merci à tous. Merci à nos partenaires toujours efficaces, toujours aussi impliqués, Arte Créatif, Sun, Notex, Écolo Info. J'ai quelques rendez-vous, donc prenez vos agendas, vos tablettes. Vous avez donc rendez-vous ici le 11 février en direct, également sur le Rendez-vous du futur, puisque nous recevons Carlos Moreno. Nous allons parler de la ville de demain, de ce qu'on appelle la Smart City. Le 1er avril avec Vincent Cespedes. Le 29 avril, nous ferons une émission spéciale autour de la revue du Cube sur le thème du partage, n'est-ce pas Niels ? Le partage. Le 22 mai, une émission spéciale avec le forum Changer d'air, forumchangerdair.fr. Il y aura Joël Deronet et il y aura également d'autres invités connus et moins connus pour montrer toute cette journée fabuleuse qui aura lieu le 5 juin en partenariat avec les Rendez-vous du futur. Et le 17 juin, nous terminerons le semestre avec Cédric Villani. Donc là, nous allons parler aussi éducation, recherche, parité. Nous allons parler de tout, même manga d'ailleurs avec Cédric Villani. En attendant, restons en contact bien sûr sur les réseaux sociaux, sur le site. Je vous souhaite une très très bonne fin d'année. Rendez-vous très bientôt. Merci.